Bonjour Hervé Moret. Bonjour. Centriste, sénateur de l'Eure, merci d'être sur ce plateau pour cette interview politique. Bonjour Hervé Moret. Avant de parler de cette loi mobilité, vous êtes président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Aujourd'hui a lieu un grand colloque sur les gares, on va en parler également. J'aimerais tout d'abord vous entendre sur l'actualité aussi, l'actualité de ce week-end, les violences qui ont de nouveau émaillé les manifestations des Gilets jaunes. Qu'est-ce que le pouvoir peut faire, qu'est-ce que le pouvoir doit faire pour mettre définitivement fin à la crise et à ces débordements ? Écoutez, c'est vrai que c'est assez préoccupant et inquiétant parce qu'on voit que de samedi en samedi, les violences continuent. Elles n'ont pas tendance à diminuer. Alors que la mobilisation est moindre. Oui, tout à fait. Ce qui montre bien qu'il y a un noyau dur de personnes violentes extrêmement actives et que l'on n'arrive pas à faire reculer sur ces sujets-là. Donc maintenant, la question, elle appartient évidemment au président de la République et au gouvernement, c'est comment il assure sa sortie de ce grand débat. Ce grand débat suscite un espoir dans le pays, suscite des attentes et de ce fait, il est encore plus attendu par rapport à ce qu'il pourra proposer au final. Parce que s'il ne ressort rien de ce grand show à travers la France, le phénomène de déception, il sera encore plus grand et les mécontentements encore plus importants. On parlait des violences et des manifestations, c'est des violences qui ont aussi visé les parlementaires, 70 parlementaires victimes d'attaques. Le domicile privé de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a notamment été incendié. Pourquoi les élus sont pris pour cible de cette façon ? Écoutez, je crois qu'il y a un phénomène d'anti-parlementarisme, d'anti-politique, d'anti-establishment, auquel les journalistes n'échappent pas non plus, il faut bien le reconnaître, même si pour l'instant, et j'en suis très heureux pour les journalistes, il n'y a pas eu de violence aussi forte qu'à l'égard des parlementaires. Ce qui est clair, c'est qu'en démocratie, rien ne justifie la violence. On est dans un pays où chacun peut s'exprimer à l'occasion des élections. On aura encore prochainement des élections. On aura peut-être un référendum. C'est ça la démocratie. Et donc ces violences, elles sont totalement injustifiées et inacceptables. Gérard Larcher est reçu tout à l'heure par le président, par Emmanuel Macron. Le Sénat a un rôle à jouer dans la sortie de crise ? Oui, je crois que le Sénat, et on le voit bien d'ailleurs dans cette période, le Sénat est de plus en plus en phase avec les territoires et avec la réalité du pays. Parce qu'un des problèmes et une des explications de la crise, c'est qu'on a un pouvoir politique qui a été pendant des mois totalement coupé de la réalité du terrain. C'est vrai du président qui ne sortait pas de l'Élysée jusqu'il y a encore quelques semaines. C'est vrai des ministres qui, pour la plupart, n'ont aucun ancrage local. C'est vrai des députés qui ont été élus dans une vague et dont certains n'ont pas hésité à dire « je suis pas là pour faire ce que souhaitent mes électeurs, je suis là pour voter la loi ». Donc on a un pouvoir totalement déconnecté de la réalité. Et en face de ça, on a un Sénat qui, fidèle à lui-même, est très ancré dans les territoires, depuis des mois à faire monter un certain nombre de choses. On a quand même été les premiers à dire qu'il fallait faire en sorte que la fiscalité écologique, aussi nécessaire soit-elle, ne soit pas punitive. On a été les premiers à dire que ce qu'on appelait de la fiscalité écologique, en fait, c'était uniquement pour boucher les trous de l'État, les trous budgétaires, que ça ne pouvait pas être accepté. Et on voit bien que le gouvernement qui avait dit on remettra tout ça à l'Assemblée, finalement, il a dû accepter ce qu'on avait voté. Hervé Moret, sur l'issue de la crise, on en parlait tout à l'heure, seriez-vous favorable à un référendum ? Le Premier ministre Édouard Philippe s'est montré sceptique, on l'a entendu depuis la semaine dernière. Gérard Larcher y est très opposé. Vous, quelle est votre position ? Parce qu'on parle d'un référendum, on parle aussi d'un congrès, la convocation possible d'un congrès. Est-ce que c'est vraiment une réunion de parlementaires à Versailles qu'attendent les Français ? Ce qu'attendent les Français, c'est du pouvoir d'achat. Et la capacité de sortie de crise, elle va dépendre de ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable d'apporter aux Français des perspectives en termes d'évolution du pouvoir d'achat ? Et ce n'est pas un référendum, ni même un congrès, et encore moins un congrès, qui permettra de répondre aux attentes des Français. Pourtant, le président a annoncé, a mis 10 milliards d'euros sur la table, et les Français, en tout cas les Gilets jaunes, sont toujours dans la rue. Oui, parce que le président a attendu trop tard pour réagir. Vous savez, c'est comme un incendie. Plus vous tardez, plus il faut mettre de l'eau pour l'éteindre. S'il avait écouté le Sénat qui très tôt a dit qu'il faut suspendre cette augmentation de la taxe carbone, au lieu d'être pendant des semaines à dire on reste là où on est, on reste droit dans nos bottes, pour reprendre une formule célèbre, eh bien l'incendie aurait été éteint plus rapidement et plus facilement. Je voudrais dire maintenant quelques mots, je voudrais vous interroger sur la loi mobilité, un texte qui sera examiné dans un mois au Sénat. Mais c'est un texte important également dans le contexte actuel, dans le contexte de la mobilisation des Gilets jaunes, parce que c'est un texte qui évoque les fractures territoriales. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Est-ce qu'on va désenclaver les territoires avec ce texte, avec ce projet de loi, avec cette réforme ? C'est la volonté affichée de ce texte, mais ce texte, il a quand même un certain nombre de défauts majeurs, au premier rang desquels le fait qu'il n'y a aucun financement.
C'est très bien de dire il va y avoir partout des autorités organisatrices de la mobilité. On annonce 13 milliards d'euros, 13 milliards pour les infrastructures de transport. Vous dites que ce n'est pas financé, c'est ça? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que les intercommunalités vont être chargées de mettre en place des services de mobilité. Comment elles le feront alors qu'il n'y a aucune ressource de prévue? Aujourd'hui, il n'y a aucune ressource de prévue pour des intercommunalités qui vont devoir mettre en place des services de mobilité. J'ai déjà interrogé la ministre sur ce sujet quand elle est venue devant mon groupe politique la semaine dernière. Je le referai cette semaine quand elle viendra devant la commission que je préside. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les infrastructures, la ministre reconnaît elle-même que les 500 millions dont on a besoin chaque année pour réaliser ce plan, ils n'y sont pas, puisqu'elle a dû renoncer à mettre une taxe sur les poids lourds, qu'elle a dû renoncer à envisager des péages urbains. Donc elle-même reconnaît qu'il manque 500 millions par an. C'est une réforme qui n'est pas financée. Totalement. Et elle nous dit, mais on verra dans les prochaines lois de finances. Je trouve ça incroyable qu'on arrive avec une réforme en reconnaissant qu'elle n'est pas financée et qu'on verra plus tard comment elle sera financée. Et je vous invite à regarder le tableau de programmation financière de la loi, où on voit que ce qui est prévu pour arriver peu ou prou à financer, c'est d'augmenter les produits des radars, c'est-à-dire avoir encore plus d'amendes pour excès de vitesse, où il est prévu dans les années qui viennent un doublement des recettes des radars. Donc je pense que les Français et les Françaises seront très heureux d'apprendre ce matin que le gouvernement envisage de doubler les amendes pour excès de vitesse. Vous comptez donc du coup modifier de façon importante ce texte lors de son examen au Sénat? Au moins sur ce sujet. Vous savez que le Sénat, et on l'a prouvé notamment sur la réforme ferroviaire, n'est pas dans l'opposition systématique, n'est pas dans la démagogie, n'est pas dans la surenchère, mais c'est que les textes qui sortent de cette maison tiennent la route. Et comment avoir une réforme aussi importante que celle-là sans qu'elle soit financée? Donc effectivement, on proposera des solutions financières. Vous évoquez la réforme ferroviaire justement, 6 mois après le vote de la réforme de la SNCF. Quel est le bilan que vous en faites de cette réforme? C'est trop tôt pour dresser un bilan, puisqu'en ce moment, on est plutôt dans la phase où les différents acteurs, et notamment la SNCF, se préparent à la mise en œuvre effective de cette réforme qui interviendra au 1er janvier 2020. Donc au sein de la SNCF, il y a des négociations par rapport à la convention collective, les différents opérateurs se préparent à entrer dans un marché concurrentiel, les régions à ouvrir leurs appels d'offres. Voilà, on est plus dans une phase intermédiaire entre le vote de la loi et sa mise en œuvre. Toujours en restant sur le dossier de la SNCF, un colloque est organisé aujourd'hui sur les gares qui sont justement dans ce domaine-là un atout d'équilibre des territoires, un atout essentiel. Oui, les gares sont des facteurs d'attractivité des territoires. Les gares sont aussi de plus en plus des lieux de vie. Un certain nombre de gares aujourd'hui sont d'une grande qualité, mais on est très loin d'avoir partout des gares dans un état satisfaisant, et notamment les plus petites gares dans nos territoires. Et beaucoup sont abandonnées aujourd'hui. Alors, celles qui sont abandonnées, c'est en général celles qui n'ont plus de passagers. Mais un certain nombre sont dans un... par d'autres opérateurs, elles ne sont plus gérées par la SNCF. Elles sont co-gérées par la SNCF. Privés, comme les relais H, ça peut arriver. Enfin, les gares aujourd'hui sont gérées par la SNCF et par leur filiale qui s'appelle Gares et Connexions. Mais ce qu'il faut, c'est que là où il y a des gares très, très rentables, je pense notamment aux grandes gares parisiennes, aux gares de grandes métropoles, c'est qu'il y ait une péréquation, puisqu'elle dégage des bénéfices importants, pour mieux financer, mieux entretenir et améliorer la qualité de certaines gares qui en ont grand besoin encore. Pour terminer, Hervé Maurey, j'aimerais vous entendre rapidement sur l'état. Il y a une mission d'information au Sénat sur l'état des ponts. On est 6 mois après le drame de Gênes, l'effondrement du pont de Gênes qui avait fait 43 morts. Le Sénat se penche sur l'état des ponts. Il y a 200 000 ponts en France qui sont gérés par les communes. Est-ce que l'état de nos ponts est inquiétant aujourd'hui ? La question, elle se pose par rapport aux ponts qui sont gérés par les communes et les intercommunalités. Les ponts de l'État, les ponts des départements sont régulièrement entretenus, surveillés. Dans les petites communes, dans les petites intercommunalités, aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas une connaissance de la réalité de ces ponts. Et il faudrait arriver à ce que les collectivités locales puissent établir des diagnostics sur l'état de leurs ponts. C'est ce que vous faites avec cette mission ? C'est pas notre travail d'aller diagnostiquer les 100 000 ponts gérés par les communes. Mais notre travail, c'est de faire un diagnostic sur l'état des ponts en France, mais au sens entretien, au sens connaissance de ces ponts, État, département, communes, et surtout de faire des préconisations qui permettent que demain, les ponts qui sont sous responsabilité des communes et des communautés de communes soient mieux appréhendés quant à leur nombre et quant à leur état et quant à la nécessité de faire les travaux. Et cela sans créer de nouvelles charges pour les collectivités locales qui sont, comme vous le savez, dans une situation financière difficile et sans rajouter des normes. Donc c'est toute la difficulté de l'exercice. Hervé